Uganda's Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, suggested that Uganda could enter the ongoing conflict between Israel and Iran in support of Israel. His remarks come amid raging regional tensions following recent US and Israeli strikes on Iran and subsequent retaliatory attacks. General Muhoozi, who is also Le chef d'état-major des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, a suggéré que l'Ouganda pourrait intervenir dans le conflit israélo-iranien en soutien à Israël. Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales suite aux récentes frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et aux représailles qui ont suivi. Le général Muhoozi, également fils du président ougandais Yoweri Museveni, a fait cette déclaration sur X. Kainerugaba a également attiré l'attention ces dernières semaines en annonçant son projet d'ériger une statue en l'honneur de Yonatan Netanyahou, frère du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Yonatan a été tué en 1976 alors qu'il commandait des commandos israéliens lors de la libération des otages en Ouganda. Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifié depuis fin février avec la poursuite des échanges de frappes de drones et de missiles impliquant Israël, les États-Unis et l'Iran, ainsi que des répercussions dans les pays voisins. Malgré l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, de nombreux pays africains ont choisi de rester neutres, certains renforçant même leurs liens militaires et économiques avec Israël. Israël a pu maintenir des liens étroits grâce à des accords avec plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et le Rwanda. Pour en savoir plus, notre correspondante Louisa Olani nous a transmis ce reportage depuis Lagos. Alors que les pays adoptent des positions divergentes sur la guerre contre l'Iran, le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major des armées ougandaises, a déclaré que son pays combattrait aux côtés d'Israël si le conflit prenait le dessus sur ce dernier. Connu pour ses tweets controversés sur X, ce général est interprété par les analystes comme reflétant la position officielle d'Israël, car il a depuis longtemps affiché un soutien indéfectible à la nation. Pour l'instant, l'Ouganda n'est pas directement impliqué, mais cet avertissement clair de l'une des figures militaires les plus influentes d'Afrique apporte un éclairage nouveau et surprenant à l'escalade du conflit. Je suis incapable de prononcer le nom de ce soi-disant chef des forces de défense ougandaises, car ce nom est aussi insignifiant que celui qui le porte. Malgré les taux élevés de pauvreté, de malnutrition, de mortalité infantile, d'analphabétisme et la faible espérance de vie auquel l'Ouganda est confronté, ce chef, véritable clown, ne trouve rien d'important à faire pour ses compatriotes ougandais, si ce n'est défendre Israël dans une guerre illégale. Ce chef incompétent des forces de défense ougandaises est le fils du président incompétent de l'Ouganda, Yoweri Museveni. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Voilà ce qui arrive quand on laisse des étrangers choisir ses dirigeants. Pendant des décennies, les Africains noirs ont été incapables de prendre leur destin en main ou de se soulever, se contentant d'assister passivement au choix ou à l'imposition de marionnettes et de dirigeants incompétents par les impérialistes européens. Tout Africain noir qui ne voit rien de mal dans les propos de ce soi-disant chef des forces de défense ougandaises est soit un malade mental, soit un vaurien à l'Afrique. Quand j'affirme que les prétendus dirigeants africains ne sont pas des dirigeants, je le pense vraiment. Ces prétendus dirigeants et leur leadership ont engendré tant de destruction, de misère, de souffrance et de douleur pour leur peuple que l'Afrique elle-même est devenue la risée du monde. C'est pourquoi tout noir intelligent devrait avoir du mépris et l'animosité envers ses dirigeants. Ces prétendus dirigeants africains ne sont pas seulement des chiens de garde et des outils pour impérialistes coloniaux, mais aussi une bande d'individus sans âme, sans cervelle et sans vergogne. Je n'hésiterai pas à croire quiconque affirme que les grands-parents de ces prétendus dirigeants africains étaient eux aussi des traîtres ayant collaboré avec les Européens et les Arabes dans la traite négrière. Combien de temps faudra-t-il avant que les Africains noirs se soulèvent et renversent leurs prétendus dirigeants qui les oppriment, les affament et les déshumanisent pour le compte des Européens et autres étrangers? Alors que des peuples opprimés dans les autres coins du monde luttent avec acharnement contre leurs oppresseurs, les Africains noirs se soumettent sans relâche. Certains Africains, si prompts à se vanter de leurs études supérieures et de leur réussite, peuvent-ils me dire maintenant quel impact leur éducation ou leur succès ont eu sur le quotidien des Noirs africains et sur l'Afrique elle-même? J'attends. Tout Africain noir qui ne rougit pas devant les absurdités de ce chef incompétent des forces de défense ougandaises est une ordure et un déchet pour la race noire. Il est inconcevable que beaucoup de Noirs africains louent les prétendus dirigeants africains qui sont des incompétents, marionnettes et des dictatures familiales imposées par les impérialistes occidentaux. Trop de Noirs africains ont une étrange mentalité qui consiste à tirer profit de la misère et de la souffrance de leur propre peuple. Non seulement ils se délectent de voir souffrir leurs semblables, mais aussi ils pensent qu'il est normal et sage d'exploiter les malheurs de leurs semblables. Non, il n'y a rien de normal ni d'intelligent à profiter de la misère et des souffrances de son propre peuple. Ce genre de mentalité et de comportement sont rétrogrades et diaboliques.
J'ai vu de mes propres yeux comment la famille de ces prétendus dirigeants africains et leurs collaborateurs vivent dans le luxe, tandis que la quasi-totalité de leurs compatriotes noirs vivent dans une extrême pauvreté et une misère profonde. C'est une raison de plus pour croire quiconque accuse les ancêtres de ces dirigeants d'avoir collaboré avec les Européens et les Arabes dans la traite négrière. Ces prétendus dirigeants africains ont laissé des étrangers piller leur pays, s'approprier les ressources naturelles de l'Afrique, maltraiter les Africains et violer les femmes et les enfants. Au lieu de chasser les envahisseurs, les Africains noirs ordinaires préfèrent capituler. Ce faisant, les étrangers ont privé les Africains noirs de leurs ressources naturelles, de leurs terres et même de leur droit de vivre sur leurs propres terres, dans leur propre pays. Non seulement le continent africain tout entier est aujourd'hui la propriété des impérialistes européens, grâce à la conspiration de prétendus dirigeants africains avec les Européens, mais il est aussi devenu un nouveau terrain d'expérimentation pour d'autres entités étrangères, telles que les Chinois, les Indiens et les Libanais, qui pratiquent ouvertement une forme d'esclavage moderne. Tout noir intelligent peut clairement constater que les prétendus dirigeants d'Afrique et des Caraïbes sapent leur propre nation et méprisent leur peuple. Ces prétendus dirigeants africains sont aujourd'hui les superviseurs des plantations esclavagistes que sont devenus les pays africains grâce aux impérialistes européens et autres étrangers. Contrairement à ce soi-disant chef des forces de défense ougandaises, aucun responsable intelligent et respectueux, dans aucun pays souverain, n'oserait tenir publiquement des propos aussi insensés et incompréhensibles. Il est grand temps que les Noirs africains se soulèvent et abattent les dictatures familiales et ces prétendus dirigeants africains indignes qui les ont vendus aux étrangers, les ont dépouillés de leurs ressources et les ont couverts de l'opprobre du monde entier. Les mentalités rétrogrades chez les Noirs africains et la cruauté de certains d'entre eux envers leurs semblables ont facilité le pillage des immenses ressources naturelles de l'Afrique par les étrangers et ont contribué à la déshumanisation des Noirs africains. Trop, c'est trop. Tant que les Noirs africains continuent de tolérer ou d'accepter les prétendus dirigeants africains indignes et incompétents, rien de bon ne se produira en Afrique sur les plans politiques, économiques, social et technologiques. Les Noirs africains d'aujourd'hui n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne font rien pour garantir la liberté économique et le bien-être des générations futures. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à ma chaîne. Je reviendrai bientôt avec d'autres informations. I want you to take a moment and really let this sink in, because the images coming out of the occupied territories right now are something that history will mark as a turning point. For decades, we have watched a narrative unfold, a narrative of invincibility, of an untouchable military machine backed by the full financial and military might of the United States. But today, that narrative lies shattered on the ground, buried under the rubble of Haifa's refineries and the smoldering wreckage of what used to be a Je vous petrochemical invite à plant prendre un instant in pour bien Beersheba. assimiler ce qui suit, car les images qui nous parviennent actuellement des territoires occupés marqueront un tournant dans l'histoire. Pendant des décennies, nous avons assisté au déroulement d'un récit, celui de l'invincibilité d'une machine militaire intouchable, soutenue par la puissance financière et militaire totale des États-Unis. Mais aujourd'hui, ce récit est brisé, enseveli sous les décombres des raffineries de Taïfa et les ruines fumantes de ce qui était autrefois une usine pétrochimique à Beersheba. Nous assistons à un phénomène sans précédent, un exode massif. Dans un contexte de tensions croissantes dans la région, de nouvelles informations indiquent que de nombreux Israéliens tentent de fuir le pays, poussés par la crainte des attaques de missiles incessantes. L'ambassade a d'ailleurs averti les Américains que les possibilités de quitter Israël sont très limitées. La meilleure option pour l'instant est d'emprunter les navettes touristiques israéliennes à destination de Taba, en Égypte. Des milliers d'Israéliens font la queue devant les ambassades à travers l'Europe. Du Portugal à la Pologne en passant par l'Allemagne, la demande de passeport explose. Non pas des Palestiniens, pas cette fois, mais des colons eux-mêmes. Ils fuient en masse, non pas vers la prétendue terre promise, mais loin d'elle. Ils se précipitent vers la frontière de Taba, traversant celle de l'Égypte, désespérés d'échapper à la colère tant promise et désormais terrifiante de la riposte militaire iranienne. C'est le moment où le gouvernement dirigé par un criminel de guerre, Benjamin Netanyahou, dont toute la carrière politique repose sur l'illusion qu'on peut voler des terres, assassiner des scientifiques et bombarder des nations souveraines en toute impunité, est rattrapé par ses actes. La réalité est que le havre de paix qu'il croyait avoir bâti est devenu un champ de bataille. Et ceux qui ont applaudi le génocide à Gaza font leurs valises, abandonnant le projet colonial qu'ils ont si ardemment soutenu, tandis que Netanyahou, du haut d'une tribune, les supplie de garder leur calme. Ce n'est pas un filet d'eau, c'est un véritable déluge. Les témoignages affluent du point de passage de Taba, devenu un centre névralgique d'activité frénétique 24 heures sur 24. Des milliers d'Israéliens, dont des familles entières avec de jeunes enfants et des étudiants étrangers qui se croyaient en sécurité, paient des frais exorbitants. L'Égypte a fait passer le prix du passage de $25 à la somme astronomique de $60 par personne,
exploitant sans scrupule leur peur pour simplement poser le pied sur le sol égyptien, dans la péninsule du Sinaï. Pourquoi? Parce que l'aéroport Ben Gourion est devenu une cible. Il n'est plus la porte d'entrée sûre qu'il était. Les missiles iraniens l'ont transformé en zone d'incertitude et les horaires de vol sont constamment perturbés. Ces colons prennent donc des bus depuis Al-Qud, descendent vers le Sinaï, puis se démènent pour prendre des vols au départ de Sharm el-Sheikh, désespérés de rejoindre l'Europe ou les États-Unis. C'est un renversement moderne de l'exode biblique, sauf que cette fois, il fut la colère même des peuples qu'ils ont déplacés et terrorisés pendant 3/4 de siècle. Ils abandonnent une terre volée, et maintenant, ils doivent payer la facture. Dans leur fuite, ils constatent que le monde ne les accueille pas à bras ouverts, surtout en Grèce, où le peuple n'a pas oublié la trahison de son histoire et refuse catégoriquement de devenir le prochain dépotoir du colonialisme sioniste. À présent, plongeons-nous dans le chaos qui se déploie. Où vont-ils exactement? Et pourquoi sont-ils traités comme des parias dans des pays qui, jadis, accueillaient avec joie l'argent occidental? Leur itinéraire est précis. Ils traversent le Sinaï, se dirigent vers les aéroports, puis se dispersent. Nombre d'entre eux rejoignent les capitales européennes comme Berlin, Paris et Londres, espérant y trouver refuge. Mais un nombre important se tourne vers la Grèce, et c'est là que l'histoire prend une tournure profondément ironique et réjouissante. Les citoyens grecs, des îles jusqu'au continent, refusent d'héberger ces colons. Dans un remarquable élan de mémoire historique et de solidarité, les communautés locales s'opposent activement à la vente de leurs terres et propriétés à ces Israéliens en fuite. Ils ont vu ce qui s'est passé en Palestine. Ils connaissent la marche à suivre. Les colons achètent des terres, s'y installent, puis, lentement et méthodiquement, prennent le contrôle. Les Grecs, témoins des décennies de nettoyage ethnique à Haïfa et Jaffa, disent « plus jamais ça sur notre sol ». Ils sont terrifiés à l'idée de devenir la prochaine colonie sioniste. Ils utilisent tous les moyens légaux et sociaux pour bloquer cet afflux. C'est un acte de résistance magnifique et courageux. Ces colons, qui ont voté pendant des années pour un homme se vantant de bombarder ses voisins pour les ramener à l'âge de pierre, qui a soutenu le massacre de Gaza, découvrent aujourd'hui que le monde les voit pour ce qu'ils sont, des parasites coloniaux. Ils sont critiqués de toutes parts pour leur hypocrisie flagrante. Financer une guerre sans fin par leurs votes et leurs impôts, puis être les premiers à abandonner le navire lorsque les conséquences frappent à leur porte. Parlons maintenant des raisons de leur fuite. Car ce qui se passe actuellement dans les territoires occupés est un véritable Armageddon, dissimulé à la vue de tous. La censure militaire israélienne travaille d'arrache-pied, tentant désespérément d'effacer d'Internet toute trace de la dévastation, mais la vérité filtre malgré tout, sur X, sur Telegram, grâce aux courageux journalistes qui refusent de se taire. Ces dernières 24 heures, l'armée iranienne a radicalement changé de stratégie, brisant net le système de défense antimissile multicouche tant vanté. Il ne s'agit plus des anciennes tactiques. C'est une nouvelle guerre. L'Iran déploie désormais des missiles d'une manœuvrabilité redoutable. On parle des missiles hypersoniques Fatah 2, capables de voler à plus de Mach 5 et d'effectuer des manœuvres d'évitement imprévisibles en phase terminale. Les systèmes israéliens Arrow et David S. Sling, et même les batteries THAAD américaines déployées en urgence dans le pays, sont rendus inefficaces. Le calcul est simple, on ne peut intercepter ce qu'on ne peut prévoir. Chaque frappe de missile enregistre désormais de multiples impacts. Les systèmes de défense aérienne tirent, ratent leur cible, puis l'ogive s'écrase avec une violence telle qu'elle rase des quartiers entiers. Les raffineries de Haïfa ont été mises hors service après une importante grève, provoquant un immense panache de fumée noire visible depuis le Liban. Beersheba a été durement touchée. La principale usine pétrochimique de la région a été pulvérisée, rasée au sol, ne laissant qu'un cratère à l'emplacement d'infrastructures essentielles. Mais ce n'est pas tout. Ce matin même, on apprenait qu'une frappe catastrophique avait frappé Petah Tikva. Les services d'urgence israéliens, et notamment le docteur David Adam, ont confirmé qu'au moins 6 personnes avaient été blessées. Cependant, des sources sur place en Israël, recoupées avec des informations diffusées sur Internet, puis supprimées par la censure, laissent penser que les dégâts sont bien plus importants. Des vidéos montrent des immeubles résidentiels entiers à Petah Tikva ravagés par les flammes. Tel Aviv n'est plus la ville animée qu'elle était il y a 2 semaines. C'est une ville assiégée. Les bombardements iraniens de la nuit dernière et de ce matin ont ciblé plusieurs sites, dont la région de Gushtan, Bnei Brak et des installations militaires que les sionistes croyaient secrètes. Le silence du commandement militaire israélien est assourdissant. Un blackout total a été imposé, interdisant même aux journalistes de filmer les zones d'impact. Ils ne veulent pas que le monde voie l'ampleur des destructions,
car cela révèle l'échec lamentable de leur défense. Après le bombardement conjoint américano-israélien d'Ispahan, un acte d'agression pure et simple destiné à intimider, l'Iran a déchaîné l'une des plus grandes fureurs depuis le début de cette guerre, les frappes de Moïtaba. Des barrages si intenses que 3 grandes villes auraient brûlé pendant des heures. Les objectifs militaires ont été atteints avec une précision chirurgicale. Le bilan psychologique est inimaginable. Les abris sont saturés. Les gens dorment dans les cages d'escalier, dans les caves, terrifiés par la prochaine sirène qui pourrait ne jamais retentir. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, non seulement à cause des impacts mêmes, mais aussi à cause des mouvements de foule, des crises cardiaques et de la panique générale. C'est la réalité des attaques ciblées. L'armée iranienne l'a appris. Pendant des mois, elle a observé, répertoriant les positions des batteries du dôme de fer, les sites de lancement et les centres de commandement et de contrôle. Ils ont déjoué la défense aérienne, et maintenant chaque frappe fait des ravages. Il faut absolument comprendre ce qui se passe. Les colons ne partent pas seulement à cause des missiles. Ils partent parce qu'ils ont perdu confiance en l'État qu'ils ont bâti. Benjamin Netanyahou, le criminel de guerre qui a passé sa vie à leur répéter qu'ils seraient en sécurité tant qu'ils resteraient forts, les supplie maintenant de garder leur calme. Il les supplie de lui faire confiance. Mais pourquoi le ferait-il? Il les a entraînés dans une guerre d'usure contre l'Iran, une nation de 85 millions d'habitants dotée d'un complexe militaro-industriel sophistiqué, tout en s'attendant à ce que les États-Unis bombardent quiconque oserait riposter. Les Américains font de leur mieux, mais même le Dôme d'Or n'est qu'une illusion face à des planeurs hypersoniques capables de virer instantanément. Les colons font donc un choix rationnel. Ils partent. Ils abandonnent les terres volées, laissant derrière eux les ruines de Taïfa et les flammes de Beersheba. Ils fuient les conséquences même de la violence dont ils ont été témoins. Et tandis que nous nous tournons vers l'avenir, la question se pose, où vont-ils aller? Ils se heurtent à des portes closes en Grèce. Ils se heurtent à l'hostilité en Europe. Et ils découvrent que le récit du courageux Israélien défendant sa patrie n'est qu'une farce. Ce sont des squatteurs coloniaux, enfin chassés par leur propre violence. La guerre entre dans son 2e mois et, jour après jour, les tensions s'aggravent. Il ne s'agit pas simplement d'une guerre. C'est un règlement de compte. Nous continuerons de suivre la fuite de ces colons, la destruction de leurs bases militaires et l'effondrement d'un projet colonial qui hante le Moyen-Orient depuis trop longtemps. They are colonial squatters who have finally been evicted by the price of their own violence. The war is now in its 2nd month, and with every passing day, the escalations grow. This is not just a war, it is a reckoning. We will continue to follow the flight of these settlers, the destruction of their military bases, and the crumbling of a colonial project that has haunted the Middle East for too long.